Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver parce qu'aujourd'hui je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Nadège. Bonjour Nadège. Salut Coralie, bonjour. Bienvenue sur cette vidéo. Je suis vraiment ravie de t'accueillir parce qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet, enfin moi en tout cas j'ai pas l'habitude d'en parler, mais toi tu es experte sur ce sujet. On va parler notamment du HPV. On va voir ensemble un petit peu à travers la naturopathie, les traitements aussi médicaux, comment c'est traité aujourd'hui, quelles sont les solutions. Et aujourd'hui, on accueille Nadège justement pour parler de tout ça. Alors Nadège, je vais te laisser déjà dans un premier temps te présenter, qui tu es, ce que tu aimes dans la vie, ce que tu fais, où est-ce qu'on peut te retrouver. Enfin voilà, je te laisse un petit peu dérouler tout ça. Ok, alors donc je suis Nadège Billery et je suis naturopathe, donc, comme toi. Je suis également chanteuse, hein, ça fait toujours rigoler au début. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Le Bonheur et la Santé et dans laquelle je partage évidemment ma pratique, des solutions pour avoir une vie épanouie surtout, et puis se soigner, je dirais, sans s'empoisonner, se soigner aussi le plus sainement possible. Et effectivement, il y a quelques années, je me suis un petit peu passionnée pour le sujet du papillomavirus, donc le HPV, Human Papillomavirus, qui touche quand même 80, enfin, dont 80% de la population ayant une sexualité va être en contact un jour. Donc, j'ai un peu ouvert la boîte de Pandore, comme j'aime bien le dire. Et depuis 2 ans maintenant, j'accompagne justement et j'aide les personnes qui sont atteintes d'un HPV, aussi bien les hommes que les femmes. Et puis le chant, vite fait, tout simplement, je suis chanteuse. Alors en ce moment, le contexte ne permet pas forcément de le développer. Donc je donne pas mal de cours quand même à l'hôpital, dans un hôpital de la région parisienne pour les malades. Et ça leur fait énormément de bien. Donc allier le chant et la naturo dans la pratique, c'est super en fait pour le bien-être de chacun. Ouais, et puis c'est vraiment pas quelque chose de commun finalement. C'est vrai que quand tu dis naturopathe et chanteuse, c'est rare qu'on entende ça. Ouais, c'est un petit peu ma marque de fabrique. Mais ça a tellement de bienfaits et les deux sont tellement, vont tellement ensemble que du coup, finalement, voilà, ça se lit très bien. Super. Alors avant qu'on oublie Nadège, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, je suis principalement sur la chaîne YouTube Le Bonheur et la Santé et après je suis aussi sur Instagram, voilà, donc ou sur Facebook, mais vraiment le réseau principal, ça va être YouTube Ça va être principalement. YouTube. Ok, Ouais. donc ça, je vous remettrai le lien, on mettra le lien juste en dessous dans la barre d'information pour retrouver Nadège sur sa chaîne YouTube. Alors Nadège, justement, là, tu parlais du HPV, tu disais en plus que ça concernait des hommes. C'est vrai qu'on entend très peu ce sujet, on parle beaucoup des femmes qui sont concernées par le HPV. Est-ce que déjà tu peux nous redéfinir ce que c'est le HPV? Oui, donc en fait, c'est une maladie sexuellement transmissible, hein, comme je disais, qui touche 660 millions de personnes dans le monde, donc c'est quand même pas mal du tout. Alors, le HPV, vous savez, ça peut être plusieurs choses. On dit papillomavirus ou human papillomavirus. Euh, c'est une maladie sexuellement transmissible principalement. Il fait partie de la famille des autres types de papillomavirus qui sont les verrues. Vous savez, ça va de la vulgaire verrue plantaire, vulgaire verrue sur la peau, on appelle ça atropisme cutané. Et puis à côté, on a atropisme muqueux. Donc ce sont effectivement toutes les pathologies génitales issues du HPV, donc, qui se traduisent par des verrues sur la partie génitale. Donc, ça va venir toucher, chez les hommes, ça va être aussi la verge, chez les femmes et les hommes, ça va être aussi l'anus, ça peut être aussi le scrotum, la vulve, le vagin. Voilà, ça va se traduire de cette façon-là. Et puis, il y a une autre façon aussi pour laquelle ça va se traduire, ça va être principalement des lésions. Donc, des lésions notamment sur le col de l'utérus. D'accord. Et Et donc, et donc ça, comment tu... Alors, quels sont les examens aujourd'hui médicaux pour l'identifier finalement, pour savoir qu'on a ça? Parce que, comme tu le disais, il y a 80% de la population qui va être en contact avec ce virus. Donc, j'imagine que c'est comme l'herpès, on peut très bien être en contact, mais ne pas le déclencher. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui au niveau des examens? Enfin, c'est quoi les examens aujourd'hui pour savoir qu'on a ça en fait? Alors, soit qu'on est porteur, soit qu'on l'a déclenché. Alors justement, comme tu disais, c'est un peu comme l'herpès. Alors l'herpès, pour le coup, j'ai appris il y a pas longtemps que ça touchait 3,7 milliards Ouais. d'individus sur Terre, 67% de la population mondiale et effectivement, les gens sont asymptomatiques. Comme je vous disais en début, d'interview, en fait, il y a 80% de la population qui sera en contact avec le HPV. Tout le monde ne le déclenchera pas. Donc ça veut dire qu'on a pu l'avoir, déclarer l'infection sans le savoir, être guéri sans le savoir et ça veut aussi dire qu'on a pu contaminer quelqu'un sans le savoir. Et ça, c'est important aussi parce qu'il y a beaucoup de femmes, je rencontre beaucoup de femmes ou d'hommes qui sont assez furieux après leur ex-partenaire de leur avoir transmis cette pathologie, mais des fois, on ne le sait pas qu'on l'a.
Donc ça, on ne peut pas le savoir forcément. Quand on va avoir des verrues, ben, les manifestations sont bien présentes. Donc là, on sait voilà, on a des verrues. Hein. Donc là, on sait qu'il se passe quelque chose. Donc souvent, on va aller consulter. Et puis des fois, quand c'est situé au niveau du col de l'utérus pour les femmes, ben, ça, on ne le sait pas. Donc c'est souvent lors d'un frottis qu'on va découvrir justement qu'on a un HPV. Ça va être lors d'un frottis parce qu'on a la présence de lésions. Il va revenir anormal. Et puis, il faut savoir une chose maintenant, c'est qu'à partir de 30 ans, toutes les femmes sont testées en test pour le papillomavirus. Avant, c'était Mais à pas, partir de 30 ans. avant, c'est pas obligatoire ou ils le font? Avant, ils ne le font pas. Ça ne fait pas partie du protocole. Donc, si on veut le D'accord. savoir, il faut le demander Il faut le demander? impérativement. Ok. Soit parce Impérativement, qu'il y a eu, sinon. s'il y a eu des antécédents au niveau de la famille, par exemple, ou si parce qu'on le demande, en fait, finalement. Alors, ça ne fait pas partie du protocole, donc ce ne sera pas fait. Donc, il faut Ok. qu'il y ait une raison vraiment particulière où c'est le patient qui, lui, va faire souvent la demande. Donc, c'est souvent lors d'un frottis qu'on va découvrir qu'on a un HPV. On ne le sait pas avant, sauf si on a eu des verrues, qu'elles apparaissent, on a vu une lésion qui est apparue à ce moment-là. Ça, c'est pour les femmes. Et pour les hommes, c'est pareil. Pour les hommes, eux, ils vont voir qu'il y a des boutons anormaux, des lésions anormales. Et là, ils vont se dire, mince, qu'est-ce que j'ai? Donc, ils vont aller consulter leur médecin ou leur dermatologue ou un proctologue, c'est parce que ça peut être Bien situé sûr. aussi dans l'anus. Mais pareil, des fois, on ne le voit pas. Donc, je conseille souvent aux hommes, s'ils ont une petite boule de chair un petit peu anormale, c'est d'aller tout de suite consulter leur médecin et d'aller regarder pour voir ce qui se passe. En France, il n'y a pas de test pour les hommes. Alors que dans certains autres pays, il me semble aux Pays-Bas notamment, où ils font des tests qui peuvent être prélevés, qui peuvent être faits par rapport à ça. Il y a une chose que je n'ai pas dit non plus qui est importante, il y a beaucoup de choses à dire sur le papillomavirus, c'est qu'on parle beaucoup au niveau génital, mais on parle aussi du fait qu'il y ait les verrues, en fait, on les appelle aussi des condylomes, et elles peuvent être présentes aussi dans la bouche, dans la gorge. Et ce que je n'ai pas dit non plus et qui est très important, c'est que souvent on associe certains types de cancers, justement, et notamment des cancers orolaryngés, donc tout ce qui va être cancer de la gorge, mais cancer du poumon, à des papillomavirus. D'accord. Donc Donc ça, c'est associé. c'est récent ou c'est... Ça fait plusieurs années maintenant. Ça fait Donc, plusieurs années. voilà, ça fait plusieurs années maintenant. Donc, effectivement, on dit qu'il y a certains types de papillomavirus sexuellement transmissibles qui vont être responsables du cancer, notamment du cancer de l'utérus, de la vulve, du vagin, de l'anus. Euh, il y aura ça d'un côté. Et d'un autre côté, on a aussi des cancers de la gorge, du poumon, qui sont aussi associés à des infections au papillomavirus. D'accord. Ok. Ouais. Ah, c'est quand même, enfin, on parle pas juste au niveau, effectivement, parce que quand on parle du HPV, déjà, on a la sensation que c'est quasiment que les femmes qui sont concernées. Aujourd'hui, il y a quand même un peu cet amalgame que tu disais, non, en fait, finalement, il y a quand même des hommes qui peuvent avoir des verrues au niveau anal et au niveau de la verge. Et puis, effectivement, ça peut venir quand même toucher aussi au niveau des muqueuses de la bouche et du carrefour laryngé, quoi. Exactement. Ok, est-ce que du coup, au niveau, parce que j'imagine qu'il y a différents types de HPV, alors du coup, comme ça c'est pareil, on peut l'identifier par un prélèvement, comment ça se passe? Alors, en fait, quand les tests de frottis sont faits, bon, là, aux dernières nouvelles, tout ce que je vous dis, ça, c'est mes recherches personnelles, n'étant pas médecin, donc j'ai dû un petit peu beaucoup chercher. Quand on fait un frottis, un PAP, souvent, on va tester certaines souches. On ne teste pas toutes les souches. En fait, on sait qu'il y a à peu près 180 souches identifiées, connues de HPV, donc parmi lesquelles des tropismes cutanés et des tropismes muqueux. Parmi les tropismes muqueux, on en trouve à peu près une quarantaine, dont 14 qui vont être susceptibles d'avoir un pouvoir oncogène, d'avoir un pouvoir cancérigène. Et donc, souvent, les frottis vont être réalisés uniquement sur ces souches cancérigènes. Donc, on va étudier souvent, alors ils sont classés aussi, on a des hauts risques oncogènes, donc hauts risques cancérigènes, et on en a qui sont classés à bas risque cancérigène. Donc, ceux qui sont classés à bas risque, c'est les fameuses verrues génitales, qui sont associées souvent à des familles, on les appelle les HPV6 et les HPV11. D'accord. Et puis à côté, on a ceux qui sont à haut risque oncogène qu'on retrouve dans la majorité des cancers du col de l'utérus. C'est principalement les HPV16 et les HPV18. Et on a HPV. quelques autres souches associées. Donc, on va tester principalement, souvent d'ailleurs dans le frottis, c'est souvent les tests à haut risque oncogène d'ailleurs qui vont être testés principalement. Voilà, mais tout ce qui va être susceptible de provoquer des cancers. Donc, des fois, on sait qu'on va être atteint d'une souche oncogène,
mais on ne sait pas forcément laquelle. Donc, on va préciser, il va y avoir écrit, par exemple, sur le PAP, sur le retour du frottis, présence de HPV à haut risque. Mais on Très bien. n'aura pas forcément le type de souche. Y a pas, ok. Est-ce que c'est une maladie qui fait mal en soi? Est-ce que tu peux très bien effectivement avoir le retour du frottis qui soit positif, mais ne rien sentir en termes de symptômes? Alors, ça peut être effectivement totalement asymptomatique, hein, comme on l'a vu, on peut avoir un HPV, le guérir, enfin voilà, l'avoir sans le savoir. On peut avoir effectivement un HPV présent dans le col de l'utérus, il n'y a pas de symptomatique. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que quand le frottis revient de façon anormale, quand on voit que les résultats du frottis sont anormaux, souvent on va demander un examen complémentaire qui va être une colposcopie. Et dans la colposcopie, il y aura probablement aussi une biopsie, parce qu'on aura peut-être vu la présence d'une lésion anormale, on ne sait pas trop. Donc, du coup, on va aller étudier la lésion pour savoir si elle-même est classée d'une certaine façon, pour savoir si c'est une lésion légère, une lésion un peu plus modérée ou une lésion sévère. Quand on dit D'accord. lésion, on appelle ça aussi des dysplasies, on les appelle des lésions aussi précancéreuses. Voilà. Donc, et donc, ta question, c'était du coup... Oui, est-ce que c'est asymptomatique? Est-ce que tu peux oui, quand même effectivement être, enfin, je veux dire, que ton frottis soit en retour positif finalement face au HPV, mais finalement que tu n'aies jamais rien senti, j'imagine notamment quand on est sur la localisation interne au niveau d'une femme, j'imagine qu'il n'y a pas forcément de symptômes. on ne le sent pas, il n'y a pas de symptômes, sauf quand il y a des verrues qui sont mal placées. Là, on va les sentir, on va sentir le bouton, ça va peut-être saigner, ça va peut-être être douloureux, il y aura des frottements. Mais quand il y a des lésions sur le col de l'utérus ou même quand il y a un condylome à l'intérieur du col, on ne le sent pas forcément. Ce qui peut alerter, ça c'est le recul par rapport aux gens que j'accompagne et moi-même ayant eu déjà un papillomavirus dans les années, enfin en 2008, donc c'est un petit peu pour ça aussi que j'en parle aujourd'hui. C'est vrai qu'on est sur... de la fatigue, une fatigue qui est anormale, hein, qui va venir d'un coup et on va avoir tout le temps envie de dormir, on est vraiment profondément fatigué. Ça, on ne le dit pas, mais ça fait partie des symptômes et ça peut être un signe d'alerte aussi. Très bien. Mais c'est important d'aller faire quand même des frottis. En général, je crois qu'on propose de mémoire des frottis tous les 2 ans ou des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est quand même important d'aller D'aller quand même effectivement faire vérifier pour... ouais, tout à ouais. fait. Alors, est-ce que justement au niveau de l'examen, est-ce que tu peux très bien être positif, mais que ton système immunitaire le contre et que dans 2, 3 ans après, sans forcément, là je ne parle pas encore des traitements, on va y venir un petit peu après au niveau des traitements médicaux, mais que finalement ton système immunitaire le contre et que 3 ans après, tu ne l'es plus. Est-ce que ça c'est quand même possible? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les papillomavirus, oui, dans la majorité des cas, ils vont disparaître d'eux-mêmes. C'est le système immunitaire qui va les traiter. Contrairement à l'herpès, par exemple. L'herpès, lui, il va se cacher dans le système nerveux et donc on dit que c'est une maladie durable. Le HPV, c'est pas du tout le même mécanisme, c'est pas le même fonctionnement. C'est une maladie qu'on peut éliminer naturellement. Et elle va être éliminée en fonction des cas, dans 70% des cas au bout d'1 an, dans 90% des cas au bout de 2 ans et dans plus de 90% des cas au bout de 3 ans. Mais on ne peut pas le savoir d'avance. Bien sûr. Alors, Donc, voilà, il y a des gens pour qui, dans 10% des cas, avant on disait 5 à 10% des cas, maintenant j'ai plus l'impression qu'on est dans 15% des cas, où il y a des gens qui vont avoir un papillomavirus qui va persister dans l'organisme. on va y revenir après, peut-être qu'avec des Ouais, conseils en naturaux, peut-être qu'on peut effectivement voilà, il y a plein de choses à faire. veiller Ouais. à ce que son système immunitaire fonctionne bien, mais ça, on va y revenir après. Alors du coup, au niveau des... Donc, imaginons qu'on soit effectivement diagnostiqué avec un HPV positif. Quels sont aujourd'hui les traitements médicaux qui sont proposés finalement pour contrer ce type de pathologie en fait? Alors moi, clairement, tu vois, quand j'ai eu mon HPV, moi j'avais des condylomes, donc des verrues génitales, j'en avais une précisément, à crête de coq, on appelle ça à crête de coq, c'est une forme de condylome. Et quand le médecin a vu ça et qu'elle m'a annoncé, bah, vous avez un HPV, je lui ai dit, bon, bah, alors c'est quoi le traitement? Bien Ah, sûr. mais il n'y en a pas, il n'y en a pas, faut attendre. Comment ça, faut attendre? Faut attendre combien de temps? Ah, bah, je sais pas, il faut attendre que ça parte tout seul. Ok, bah, je fais quoi en attendant? Ah, bah, il n'y a rien à faire, il faut attendre.
Ok, c'est contagieux? Bah oui, c'est très contagieux, puisque même elle, elle n'osait même pas me toucher, hein. Elle désinfectait tout ce que j'avais autour de moi. Enfin, Ça, c'était en 2008, hein, en plus. ça, Hein. c'était en 2008, ouais. Ouais, 2008. Et du coup, je suis ressortie de là. Bah, déjà, c'est la honte, quoi. Parce qu'une maladie sexuellement transmissible, déjà, on ne se sent pas bien, on ne sait pas à qui on peut en parler. Et puis, c'est hyper tabou. Et puis, de se dire qu'il n'y a pas de traitement, ça, c'est assez Et que là, inacceptable. tu repars chez toi, donc on t'annonce déjà que tu as une maladie. Tu Il sors n'y a de pas là, de tu es toute traitement. seule. Ouais. Ouais, il faut attendre. Ouais, il faut attendre. Et tu sais pas combien de temps. Donc ça, c'est pour les verrues génitales. Donc elle va éventuellement te prescrire une crème qui va les brûler. Donc c'est un petit peu ça les traitements. Donc quand on a des verrues génitales, aujourd'hui, on propose de les brûler avec une crème. On a Aldara, mais on en a d'autres, hein. Donc c'est des crèmes qui vont brûler les tissus, qui vont brûler la verrue. Donc c'est très douloureux, hein. Donc ça brûle vraiment. Donc il faut Ouais. vraiment protéger les tissus environnants. Chez certaines personnes, on va proposer, si elles sont mal placées, par exemple au niveau de l'anus, on va proposer de les enlever au bistouri électrique. Moi, j'ai eu le cas il y a l'année dernière, un monsieur, ça faisait 36 ans qu'il avait des verrues génitales à l'anus. Il a fait 5 opérations chirurgicales au bistouri électrique, au prix de douleurs absolument horribles, vraiment horribles. Donc, 36 ans de souffrance. Hein. Voilà, pour une relation, parce qu'il faut savoir que des fois, ça vient dès la première relation. La plupart des gens touchés, c'est à leur premier rapport sexuel. Hein. C'est pour ça qu'il y a énormément de jeunes qui contractent le papillomavirus et qui l'éliminent aussi. Et donc, enfin, les souffrances sont juste horribles, quoi. Enfin, voilà. Et puis, donc ça, c'est pour les verrues. Donc, on bistouri, on les brûle, on les enlève au laser. Voilà, on fait des choses comme ça. Donc, ça enlève la lésion. Ça enlève pas le virus, on est d'accord. On enlève la lésion. Donc, les récidives sont quand même assez fréquentes. Et puis, quand il y a des lésions sur le col de l'utérus, là, on va plutôt observer. C'est-à-dire que comme les lésions vont être classées en légères, modérées ou sévères, du coup, on va les observer. Donc, votre médecin va probablement vous dire, bah, pour l'instant, il n'y a rien à faire, il faut attendre que ça s'en aille. Donc, vous allez revenir régulièrement, peut-être une fois par an ou peut-être tous les 6 mois. On va vérifier la lésion. Donc, ce qui veut dire qu'on va compter sur votre système immunitaire pour que la lésion parte toute elle-même. Mais si vous êtes dans le cas où vous faites partie du pourcentage qui fait que il y a un HPV persistant, au départ, on va vous dire, bon, c'est une lésion légère, donc ça va. Et puis, vous allez revenir peut-être quelques temps plus tard, on va vous dire, ah tiens, la lésion, c'est devenu une lésion modérée. Bon, on attend toujours. Et puis, on attend encore plusieurs années, on revient. Ah là, c'est une lésion sévère. Donc, on va attendre se transforme en, il faut opérer d'urgence, vous risquez un cancer, il faut absolument qu'on fasse une conisation. Donc là, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de conseil pour... Parce qu'on parle quand même d'un... C'est notre système immunitaire hein, qui va permettre justement de contrer ce virus. Là, quand tu parles de ça, il n'y a pas de conseil à proprement parler pour booster le système immunitaire, de recommandations au niveau de l'alimentation ou même de l'hygiène de vie globale, faire du sport, enfin voilà, autre chose. Hein. Il n'y a rien, on est bien d'accord. Non, ça fait pas partie du protocole de la médecine classique. Alors, on peut pas en vouloir aux médecins parce que c'est Oui, comme bien ça, sûr. ça fait partie de leur protocole. Mais il y a vous inquiétez pas, on va attendre, on va observer, on va attendre que ça parte. Et on doit vous opérer parce que vous avez une lésion précancéreuse sévère qui risque vraiment d'aller vers le cancer. Il faut vous opérer d'urgence. Il n'y a rien entre les deux. C'est-à-dire, on attend. On On attend avec attend. une épée Damoclès, clairement. On attend dans une attente anxiogène parce Bien qu'à chaque sûr. fois qu'on va aller faire, j'ai des clientes, à chaque fois qu'elles vont aller faire leur frottis, elles savent pas, elles sont stressées. Voilà, il n'y a pas vraiment, non, il y a aucun conseil. Et encore une fois, on ne traite que la lésion. On s'attaque uniquement à la lésion. Oui. On va pas traiter le virus en soi. On va enlever la lésion en local. C'est tout. Mais en plus, est-ce que justement par rapport à cette lésion, on l'enlève, donc comme tu dis, on va enlever, on va faire une opération en urgence. Est-ce qu'on peut s'assurer que ça ne revienne pas? Ben non, on ne peut pas le savoir justement. Donc la plupart du temps, ça c'est valable sur les verrues. Les verrues reviennent régulièrement quand même. Je ne sais plus le pourcentage, je ne l'ai plus, mais il me semble que c'était un truc comme 30%. Je ne voudrais pas te dire de bêtises. Donc il y a des gens pour qui effectivement il y a toujours la présence du virus dans le corps. Donc il n'a pas été éliminé. Donc on enlève la lésion. Au niveau du col de l'utérus, on peut estimer que les lésions ou les dysplasies, on les appelle aussi les signes. Signe 1, signe 2, signe 3. C'est ce qu'on appelle des néoplasies cervicales intraépithéliales. Voilà, c'est comme ça que c'est classé sur vos résultats de colposcopie, si vous posez la question, mesdames. Effectivement, elles peuvent être amenées à disparaître, hein,
mais elles peuvent être aussi amenées à s'aggraver aussi. Et puis des fois, on opère, on fait une conisation, et puis peut-être plusieurs années après, bah, votre médecin va vous refaire un frottis et il va à nouveau voir qu'il y a une lésion, donc on va refaire une conisation. Conisation, c'est qu'on enlève la partie de l'utérus qui est L'utérus, touchée. bien sûr. Donc, ça veut dire aussi que s'il n'y a pas eu d'enfant avant, enfin, il y a un risque d'accouchement prématuré quand on veut une grossesse. Enfin, c'est pas anodin comme geste Tout non à plus. fait. Donc, votre médecin, tout ça, il vous prévient. Mais le but, dans tout ça, c'est quand même de prévenir justement ces opérations. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de prévention pour ne pas que les dysplasies s'aggravent, pour ne pas que les lésions s'aggravent. C'est ça le problème. Oui, C'est oui, qu'on oui. compte uniquement on dit simplement, on va compter sur le système immunitaire de la personne. Oui. Mais c'est tout, on ne va pas lui en parler plus que ça. Voilà, et puis comme tu dis, c'est-à-dire qu'on va avoir le contrôle du frottis tous les 2 ans, mais il n'y a pas de recommandation. Mais moi, je prends mon cas quand je vais faire mon frottis, voilà, il n'y a pas de recommandation. En soi, c'est peut-être que vous l'aurez, peut-être que vous ne l'aurez pas. C'est entre guillemets la malchance. Alors que finalement, peut-être qu'en naturo, on va le voir un petit peu après au niveau des questions, peut-être qu'il y a des choses à faire et je pense que tu as dû observer aussi des choses, des comportements, peut-être que voilà, ou des mauvais comportements qui reviennent quand on a le HPV. Alors justement, Nadège, par rapport à ça, donc là, on a bien vu, donc au niveau du traitement, donc au niveau de la médecine conventionnelle aujourd'hui, donc on est sur un diagnostic, enfin on va faire un frottis qui va nous diagnostiquer. Suite à ça, on a ou pas le HPV. En fonction du stade avancé, on peut nous proposer une conisation. Alors, on va d'abord te proposer, si ton frottis revient avec un HPV positif, avec un frottis anormal, on va te Oui, proposer une colposcopie avec oui. une biopsie. Si au retour de la colposcopie et de la biopsie, il y a un truc anormal, suivant, on va aller te dire, toi, tu as t'as une lésion de bas grade, donc tu vas attendre. Bon, là, on est sur une lésion un petit peu sévère, modérée à sévère, donc il est probable qu'on vous propose aussi peut-être, dans certains cas, une conisation, Une effectivement. conisation, très bien. Ouais. Alors, est-ce que aujourd'hui, toi en tant que naturopathe, tu as pu observer justement, est-ce qu'il y a des conseils à mettre en place justement pour booster ce qu'on a bien compris que c'était le système immunitaire qui, en fonction de comment il est, si par exemple on est dépressif, je pense qu'on va avoir plus de risques entre guillemets de déclencher le HPV. Est-ce qu'il y a déjà des premières recommandations que les femmes pourraient mettre en place, qui regardent cette vidéo, si elles sont atteintes de HPV ou en tout cas qu'elles veulent prévenir ça? Est-ce qu'il y a déjà des choses à mettre en place du côté de l'hygiène de vie? J'ai envie de te dire que c'est la base. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une gynécologue qui est hyper ouverte à ça. Elle est assez exceptionnelle. Ne me demandez pas son nom parce qu'elle va bientôt être à la retraite et elle prend plus de clients. Donc, je vous le dis d'avance. Mais et pour le coup, elle a très peu de femmes qui ont un HPV dans sa clientèle parce que déjà d'elles-mêmes, elles savent que elles ont déjà les bonnes pratiques d'une bonne hygiène de vie. Il faut savoir que avant d'en arriver déjà au cancer, bon, il va se passer du temps. Ce qu'il faut voir, c'est éviter principalement la lésion. Pour qu'il y ait une lésion, il faut que le HPV il persiste dans l'organisme. Ça, c'est important de le souligner. Et on a vu effectivement qu'il y avait des facteurs circonstanciels qui provoquaient justement la présence de lésions, l'aggravation de la lésion et qui menaient vers le cancer. Ça ne se fait pas comme ça, il y a toujours des facteurs associés. Bien sûr, Toujours. C'est pas parce que tu as un HPV que tu vas avoir un cancer, on est on est d'accord. Il y a d'accord. toujours des cofacteurs associés, mais ce sont des cofacteurs que tu peux corriger, en fait. C'est principalement ça dont il faut Surtout comme tenir tu le compte. disais au début de la vidéo, il y a quand même 80% de la population qui est en contact. Donc, qu'est-ce qui fait que je vais le déclencher finalement? C'est quoi, finalement ces facteurs, comme tu dis? Alors, On n'est pas sur du hop, je le déclenche instantanément. C'est que ça met j'imagine, c'est des années où ça vient se déclencher. oui, 15 à 20 ans en moyenne à peu près, hein, sur les dernières recommandations de la Fédération française, je crois que de colposcopie, enfin voilà. En Donc, fait, ça laisse quand même une opportunité, 15 à 20 ans, pour préparer et booster son système immunitaire. C'est quand même une opportunité. oui, la recherche aujourd'hui a démontré qu'on sait aujourd'hui que les femmes qui éliminent le papillomavirus, le HPV-16, la souche oncogène, c'est là-dessus qu'elles ont été testées, elles le font parce qu'elles ont une réponse immunitaire spécifique. Elles ont une réponse immunitaire spécifique au HPV-16. Donc, elles le font parce qu'elles ont une réponse immunitaire robuste. Et ça, c'est pas une épée de Damoclès, justement, parce qu'ils ont étudié pourquoi il y avait des femmes qui l'avaient et des femmes qui ne l'avaient pas. Et effectivement, on peut voir que dans ces causes-là, il y a des facteurs importants. On sait aujourd'hui que les gens qui ont une alimentation malsaine, enfin pas malsaine, mais on va dire oui, un petit peu désordonnée, où il n'y a pas forcément beaucoup de nutriments, ils ont découvert, ça c'est une étude, je ne sais plus de quand elle date cette étude, où on sait qu'on peut faire réduire les lésions
précancéreuses du stade on va dire SIN 2 à SIN 3 de 50% en ayant une bonne alimentation riche en antioxydants, une alimentation saine, voilà, sans grignotage, des choses comme ça. C'est ce qu'on Super. prône toutes les deux sur Ah notre non, mais chaîne, bien hein, sûr, c'est ce non, dont on mais parle en permanence. Mais aujourd'hui, il y a des études à l'appui qui existent depuis une quinzaine d'années. C'est ça que j'ai pas dit tout à l'heure, je fais des digressions, je suis désolée pour ça. J'en fais plein, hein, voilà. C'est que tout à l'heure, on a expliqué qu'il y avait un protocole médical qui était associé, alors que derrière, il y a 15 années d'études scientifiques sur des substances naturelles à utiliser, sur les études nutritionnelles, sur l'étude de la pollution sur les lésions, parce que c'est pareil, la pollution atmosphérique, on a vu que, ça c'est une étude de 2014, que les particules de benzène et de diesel avaient une influence sur l'aggravation des lésions précancéreuses du col de l'utérus. Voilà, donc il y a une donc une alimentation personne qui va être dans une ville plus polluante, enfin qu'une personne qui vit polluée, en montagne, exactement. Les gens qui vivent en ville ont plus de chances, les femmes qui vivent en ville ont plus ouais, de chances de déclencher une ouais, lésion et d'avoir une aggravation de leur lésion que les personnes qui vivent effectivement à la montagne ou, montagne. ouais, d'accord. Donc il y a quand Voilà. même effectivement, donc il y a quand même un rôle effectivement dans l'hygiène de vie, comme tu disais, hein, sur voilà le grignotage, j'imagine la malbouffe et bon le tabac aussi peut-être joue un rôle. Enfin voilà. Alors le tabac, c'est une des premières causes de cancer associées aux contraceptifs oraux. Ok. Donc Alors, contraceptifs oraux, on parle de pilules, on parle d'implants, on parle de stérilés aussi aux hormones. On parle de tout ça. ouais, oui, principalement la pilule hein, qui a été testée, associée au tabagisme, c'est vraiment le partenaire du crime principal. Ça, Ouais. c'est catastrophique. Hein. C'est vecteur de HPV persistant et c'est vecteur aussi de cancer. Hein. Donc, il y a D'accord. vraiment les deux. Il faut vraiment associer, comprendre les cofacteurs à un virus persistant, au HPV persistant, et les cofacteurs qui vont favoriser aussi le cancer. Et d'ailleurs, Nadège, toi, tu as accompagné beaucoup de femmes sur le HPV. Est-ce que c'est des choses justement que tu as vues chez les personnes que tu as accompagnées? C'est que ces facteurs dont on vient de parler. Ben, L'alimentation, le tabac, la pilule. la base, la plupart des personnes que j'accompagne, parce que du coup, autour de tout ça, j'ai créé ma méthode. Hein, j'ai fini par créer ma méthode parce que moi-même, du coup, ayant été atteinte et n'ayant pas trouvé de solution, mes solutions, je les ai trouvées pendant mes études de naturopathie. Et du coup, voilà, ça fait plusieurs années maintenant que j'ai développé ma méthode. Et c'est vrai que je le vois, j'ai aussi des clients qui n'arrivent pas à s'en débarrasser, des hommes comme des femmes. Ils se rendent compte par eux-mêmes qu'il y a un grignotage permanent qui va venir altérer leur système immunitaire. Et donc, à partir du moment où ils reprennent une alimentation un peu plus normale, sans grignotage, à partir du moment où ils se remettent un petit peu à faire du sport, parce qu'on sait que le sport aussi favorise l'immunité à médiation cellulaire, parce que c'est celle-ci dont on va avoir besoin, c'est notre deuxième ligne de défense pour contrer ce virus-là précisément. Voilà, ils vont tenir compte de ça. Ils vont tenir compte aussi de leur sommeil, effectivement. Le sommeil, ça favorise, ça c'est une étude qui a été réalisée en Allemagne, ça favorise le développement des intégrines. Les intégrines, c'est des petites choses là qui viennent dégommer les virus hein, et qui se développent uniquement quand on dort. Donc, si on dort pas assez, évidemment, voilà, ça fait pas. Moi, pour vous donner mon exemple, j'ai eu une deuxième vie. Hein. Avant, je travaillais dans l'aéronautique. Quand j'ai eu mon HPV, je dormais 4 heures par nuit, je mangeais des plateaux repas. Donc, Oui. forcément, j'ai développé un HPV Voilà. Tu avais développé un terrain favorable à ce que favorable. le HPV se développe. On est bien d'accord Exactement. qu'on est sur un terrain qui permet le développement, en fait. Hein. Voilà, on permet ça. Donc, mon système immunitaire était beaucoup moins robuste. J'ai tout de suite repris l'hygiène de vie. J'ai employé des formulations que j'avais retrouvées. Donc, on peut en parler après si on veut. Tout ce qui est à base d'huile essentielle, etc. Mais bon, pas que. Enfin, il y a pas mal de choses. Et qui a fait que, voilà, j'ai réussi à éliminer le papillomavirus. Alors, moi, ça a été rapide. Ça a été en 3 semaines. Mais il y a des gens pour qui ce sera effectivement plus long. Mais c'est important de préciser ça parce que, Bien effectivement, sûr. on dit il faut attendre, mais non, il faut agir. Il ne faut pas attendre, il faut agir. C'est le critère principal. C'est pas se dire bon, effectivement, dans 90% des cas, c'est éliminé, c'est vrai. Mais vous ne savez pas d'avance si vous allez faire partie des 90% des cas. 3 ans, c'est quand même long pour éliminer des verrues et éliminer une lésion sur le col. Donc vous, en attendant, au lieu d'attendre, vous pouvez agir. Tout à Et fait. vous pouvez agir sur des critères dont vous avez en main les clés. Alors sur la pollution, peut-être pas, mais vous allez pouvoir prendre des substances qui vont vous aider justement à nettoyer votre corps des toxiques pour aider à éliminer les métaux lourds, les polluants, etc.
Et il y a d'autres choses sur lesquelles vous allez avoir un pouvoir. Votre alimentation, vous en avez le pouvoir. Vous remettre à faire du sport ou à vous bouger, vous avez le pouvoir. Enfin, voilà, il y a des solutions pour lesquelles vous allez pouvoir faire des choses. Avant d'éviter effectivement cette, Voilà. colonisation qui, comme tu le rappelais, n'est pas sans risque, hein, pour les femmes qui, même qui ont eu des enfants, et puis qui en veulent, hein, parce qu'on enlève quand même une partie et le corps garde en mémoire, hein, chaque partie, hein, qui est enlevée du corps. Déjà, c'est un traumatisme pour la femme, pour le psychisme, mais c'est aussi un traumatisme pour notre corps. Donc effectivement, si on a quand même quand on sait qu'on a le pouvoir de reprendre, je dis pas que c'est facile, hein, parce que quand je pense qu'on a cette maladie, etc., c'est pas évident d'un point de vue psychologique, mais déjà de savoir qu'on peut avoir une action sur ça, ça veut dire que je peux quand même décider finalement. Ah mais oui, bien sûr. Vous pouvez agir à votre niveau. Donc c'est pas que attendre. C'est l'erreur, je dirais l'erreur principale que font les gens parce qu'ils savent pas forcément et parce Bien sûr. qu'effectivement on leur explique pas, hein. C'est ce que votre médecin devrait vous dire, hein. Préoccupez-vous de votre mode de vie, préoccupez-vous d'empêcher la persistance du virus dans votre organisme et si vous avez une lésion, empêchez que la lésion s'aggrave. Ouais. Donc, alors Nadège, tu parlais aussi des traitements. Donc, tu disais que tu avais développé ta méthode. Aujourd'hui, est-ce qu'il existe justement des traitements? Peut-être que tu en parles dans ta méthode. On remettra, hein, le lien en dessous, hein, de la méthode pour les personnes que ça intéresse. Est-ce qu'il y a des traitements justement naturels par rapport à ce HPV? Oui, en fait, et ce qui est intéressant, c'est que la recherche s'y est, à regarder tout ça et comme je disais, autant en France, en tout cas, on n'a pas vraiment de protocole établi au niveau de la médecine classique, mais on a quand même 15 années d'études scientifiques sur des substances naturelles et des thérapies naturelles pour éliminer le papillomavirus. Ça, c'est chouette. Donc, d'une part, pour éliminer le papillomavirus, donc empêcher sa persistance dans l'organisme, et d'autre part, empêcher que les lésions deviennent malignes, deviennent cancéreuses. Oui, parce que c'est ça aussi la Donc, finalité, hein. voilà, on va travailler sur les 2 pôles. Donc, c'est-à-dire que, une personne qui a un HPV aujourd'hui, donc à son niveau, elle va avoir des cofacteurs associés à la persistance du virus. Les cofacteurs associés, ça peut être effectivement, une mauvaise alimentation, ça peut être, le tabagisme, les contraceptifs oraux, ça peut être enfin, il y a pas mal de causes, hein, donc sur lesquelles elle va agir. D'un côté, il va falloir, justement absolument empêcher la persistance du virus, donc avec des substances naturelles, et à côté, empêcher une aggravation d'une lésion s'il y a une présence de lésion. Oui, d'accord. Voilà. Et tout ça, il y a des études qui ont été réalisées depuis 15 ans maintenant. 15 ans. Et ça ne fait pas partie du protocole de la médecine classique. Donc, c'est ça qui est assez incroyable, en fait. Et oui, puis comme tu dis, on a quand même 15 ans de recul. On ne parle pas d'une année d'expérience sur une huile essentielle ou sur un complément alimentaire. On parle quand même de 15 ans. Et ça veut dire aussi que ça laisse l'espoir aux femmes d'avoir quand même recours à des choses plus naturelles et moins abrasives et moins contraignantes pour le corps. Mais de toute façon, pour moi, en arriver à la conisation, mais c'est ce que dit le médecin aussi, hein, avant qu'on en arrive à la conisation, il se passe du temps. Donc autant mettre toutes les chances de son Oui, côté pour éviter la conisation. Pour le bistouri électrique, c'est pareil, hein, c'est ce que je vous disais au niveau de l'anus. Mon client que j'avais là, qui avait 36 années de souffrance incroyable. de verrues, en 3 semaines, je lui avais fait une formulation à base d'huile essentielle, des suppositoires. Il a fait un traitement d'1 mois au suppositoire, il avait plus rien. Ça faisait 36 ans qu'il souffrait. Enfin, ça paraît Enfin, dingue. Quand tu bah, dis comme ça paraît dingue. je suis la première surprise, quoi. Oui, bien Donc, sûr. enfin, voilà, je me dis: «Mais c'est quand même incroyable, tant de souffrance, alors qu'à Oui, côté, on sait qu'il y a ça». Alors, je tiens à dire aussi que les huiles essentielles, il y a des études publiées qui sortent régulièrement. Il y en a une qui date de 2018, qui s'est terminée donc très récemment, sur, alors, les huiles essentielles, c'est à manier avec précaution. C'est toujours pareil. Les gens me disent: «Oui, mais tu donnes pas les huiles et cetera, la formulation». Ça sert à rien que je vous donne les huiles parce que de toute façon, quand vous pouvez pas les fabriquer vous-même, bien c'est sûr. des dosages précis, c'est des dosages pharmacologiques. Si vous n'êtes pas au minimum aromatologue, aromathérapeute, bah, vous pouvez pas les prescrire. Il faut que ce soit le pharmacien qui les fabrique. Il faut pas vous amuser à les fabriquer, vous-même, hein. Hem Il faut que ce soit le pharmacien qui les fabrique et le pharmacien ne les délivre que par un prescripteur. Il ne va pas vous les donner si vous lui ramenez sur un bout de papier ou sorti d'un bouquin. Donc, c'est ça aussi dont il faut tenir compte. Et puis, il peut y avoir des risques de surdosage. Donc, il faut faire en fonction de votre poids. Enfin, il y a plein de choses à prendre en compte, d'accord? Donc, et puis, c'est pas juste à appliquer comme ça, on met ça dans le vagin, etc. On fabrique des ovules, on Oui, fabrique oui, oui, bien des sûr. suppositoires. Enfin, voilà, on élabore des choses quand même
de c'est de qualité. la médecine quand même. Voilà, donc il ne faut Exactement. pas faire n'importe quoi. Et je pense que ça, c'est très important, Nadège, ce que tu dis sur les huiles essentielles, qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui utilisent ce qu'on se dit, ah, mais c'est naturel, il y a pas de danger. Surtout sur les huiles essentielles, on est sur des composés qui peuvent être neurotoxiques. Hein. Je pense à l'huile Oui, essentielle de menthe poivrée notamment. Et on ne s'invente pas, comme tu dis, alchimiste avec apprenti sorcier, Merlin l'Enchanteur, en se disant, je vais faire mes potions, mes trucs, mes machins, et puis je mets ça vif sur les muqueuses, alors qu'on sait que l'huile essentielle, c'est extrêmement abrasif. elles peuvent être hépatotoxiques, elles peuvent être neurotoxiques, effectivement. On ne peut pas faire n'importe quoi. Je suis étonnée qu'il n'y ait pas plus d'accidents d'ailleurs. J'ai compris à un moment donné que la pharmacopée classique voulait reprendre, enfin la pharmacie voulait reprendre les huiles essentielles. Il y en a qui sont interdites à la vente aussi. Heureusement, on peut encore se les procurer, mais de grâce, il faut absolument se former pour les utiliser. Oui, Enfin, on ne peut tout à pas fait. faire n'importe quoi. Et Voilà. je pense effectivement, ça devrait être une vente quand même encadrée. Oui. Même dans les magasins bio, il faudrait que les gens qui puissent les vendre puissent vraiment les conseiller ou aient fait des Tout à fait. formations pour les conseiller. Il faut faire vraiment attention. Enfin, ou en tout cas, s'acheter au minimum un bouquin d'un bon aromatologue pour pouvoir effectivement les utiliser. Donc voilà, donc effectivement, Nadège, si après les personnes qui sont intéressées, elles peuvent contacter ta méthode pour effectivement voilà, aller plus loin sur le HPV. Donc ça, on mettra les liens en dessous. Mais il y a quand même déjà de base, je pense que tu as donné déjà quelques conseils sur la partie alimentaire, sur la partie justement d'hygiène de vie. Est-ce qu'il y a d'autres choses pour booster son système immunitaire d'une manière globale? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Mais on a parlé aussi du sommeil. Ouais, à partir du moment où tu fais du sport, tu boostes ton système immunitaire. Le stress, la number one, quoi, gérer votre stress. Le stress, il va venir atrophier, les taux de cortisol vont venir atrophier le thymus, qui lui est un des vecteurs principaux du système immunitaire. Donc, il faut absolument pouvoir se bouger, mais pas se bouger trop non plus, parce que dans les clientes qui ont suivi la méthode, la Stop HPV, j'en ai une, elle faisait du sport à outrance, à Ouais, fond, donc elle altérait aussi son système immunitaire. Ce qui revient un équilibre. régulièrement, voilà, ce qui revient régulièrement, c'est le grignotage. La plupart du temps, c'est des gens qui grignotent toute la journée, qui grignotent même sain et qui se rendent pas compte qu'ils grignotent. Toi, tu en parles aussi régulièrement sur ta chaîne. Le grignotage sain, c'est le truc, c'est mortel, ça. Mais c'est vrai que tu vois, moi, je l'axe vraiment sur la partie digestive parce que c'est mon Oui, cœur de métier. Mais comme en fait, enfin, moi, je le sais et je le vois. Je sais que des personnes, effectivement, qui vont grignoter, comme tu dis, même sain, même des fruits, même voilà, des petits oléagineux, etc. On sait que ça implique que le système immunitaire soit moindre, en fait, fonctionne moins bien. Et là, je pense que c'est très important dans le cas de HPV, effectivement, de réduire ce type de choses, en fait. Hein. oui, c'est vraiment très important. Après, on a des plantes, on a des formulations qui vont venir booster le système Bien sûr. immunitaire en soutien, qui vont venir renforcer l'immunité à médiation cellulaire, hein, celle qui est spécifique dans l'élimination du virus. Et puis à côté, on a encore d'autres substances nutritionnelles spécifiques qui vont être spécifiques justement pour empêcher la transformation maligne, empêcher le stress oxydatif, pour éviter justement d'avoir un cancer. Enfin, voilà, c'est tout un parcours finalement, un protocole, hein, qui peut être fait assez facilement. Hein. En 3 mois, on peut avoir compris plein de choses et avoir vraiment fait des belles choses dans sa vie. Euh, je pense que c'est vraiment une des bases, c'est de revoir un petit peu votre mode de vie et faire un petit point sur votre hygiène de vie. Où vous en êtes au niveau du sport. C'est un peu revoir les 4 piliers de la santé, en fait, hein, qu'on connaît bien en naturopathie. Hein. C'est voilà, voir comment vous êtes au niveau du sport dans votre vie, ou ne serait-ce que bouger, la marche, comment vous êtes au niveau de votre stress, à quel niveau, entre 1 et 10, hein, Oui. 10 étant le maximum au niveau du stress, comment vous êtes au niveau du sommeil, comment vous êtes au niveau de votre alimentation, est-ce que vous diriez qu'elle est plutôt bonne ou plutôt anarchique, enfin voilà, et réajuster ces différents paramètres déjà. On fera déjà beaucoup. J'ai mis en place un e-book qui est gratuit, que les personnes peuvent télécharger aussi, qui s'appelle les 5 erreurs à éviter en cas de papillomavirus. On Donc, je pense remettra. que vous pouvez aller voir aussi en dessous parce que je donne pas mal d'indications C'est aussi déjà une bonne là-dessus. base déjà pour commencer. Puis Ah après, oui, si on va aller plus loin sur la méthode, déjà c'est intéressant. Mais comme tu dis déjà, effectivement, je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point. Parce qu'on a l'impression que tu dis, oui, le sommeil, le stress, ok. Mais en fait, je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point ce type de décision et comme tu dis, de mieux dormir, mieux s'alimenter, ça a un impact considérable. Et moi, je l'étudie hein, sur les troubles digestifs spécifiquement. Mais l'alimentation qu'on a aujourd'hui détermine les 10 prochaines années. Et ce que j'ai aujourd'hui comme microbiote et comme état de santé, c'était les 10 dernières années. Donc, ça veut dire que j'ai vraiment un rôle à jouer, bah, comme tu dis, sur le stress, sur le sport, sur ma façon de consommer. Enfin, voilà, il y a plein de choses, hein, effectivement. Et puis, je pense qu'il y a un dernier point, peut-être, Nadège, tu vas peut-être pouvoir nous aider sur ça. Est-ce que, justement, dans le HPV,
et notamment dans le système immunitaire, le fait de ne pas se sentir bien dans sa vie, de ne pas être aligné. Est-ce que ça joue un rôle? Ah, c'est intéressant ce que tu soulignes, effectivement. Oui, ça peut jouer effectivement un rôle. Cette pathologie sexuelle, finalement, elle vient toujours parce qu'il y a aussi un... Alors souvent, j'ai des gens aussi qui n'arrivent pas à éliminer le virus et à partir du moment où ils sortent de leur relation, la relation toxique dans laquelle ils étaient, le virus disparaît. Donc, il y a un lien aussi parce que c'est vraiment à voir de façon globale. C'est pas que corporel et physiologique et mon système immunitaire, il n'est pas assez Oui, fort, etc. C'est aussi comment je suis effectivement dans ma vie, dans ma relation. Comment je me sens corporellement, je veux dire, là où il est placé. Hein, si vous avez un condylome qui soit placé dans l'anus ou qui soit placé sur la vulve, à quoi ça fait référence cette partie de votre corps chez vous? À quoi vous l'associez? Donc, quel est le lien avec votre corps, avec ça? C'est pas anodin d'avoir une maladie sexuellement transmissible. Hein. Il y a vraiment déjà, il y a beaucoup de culpabilité, consciente ou non, hein, entre son désir de vivre sa sexualité, ça je le vois surtout chez les femmes, et ce désir de vivre pleinement sa sexualité de façon épanouie et libérée, et cette espèce de carcan peut-être familial, sociétal, judéo-chrétien ou religieux, voilà, qui est présent, et on se dit, j'ai pas le droit de vivre ma sexualité. On a cette ambivalence qui fait qu'effectivement, ça va venir se traduire aussi par une maladie sexuellement transmissible. Et puis à côté, effectivement, il y a des relations toxiques, on n'est pas bien avec le partenaire, on n'arrive pas à se l'avouer aussi, et la maladie, elle est présente aussi pour pouvoir dire stop, je mets fin à ça. oui, on est d'accord. Bon, de toute façon, comme on le disait, hein, c'est vraiment un tout, mais je pense que c'est aussi important d'aller chercher aussi le décodage émotionnel de la maladie. Et ça, on le sait, hein, même ne serait-ce que, là, on parle du HPV, mais même sur une angine, des fois, on déclenche une angine parce que c'était coincé les mots, on n'a pas pu dire ce qu'on voulait dire, hein, on était en colère et c'est pas sorti. Du coup, le lendemain ou le surlendemain, le corps prend le relais pour sortir et dire hé, j'ai pas pu dire ce que je voulais dire, je te déclenche une angine. Donc, je pense que c'est intéressant aussi d'aller chercher un petit peu le décodage émotionnel, enfin, ce que tu viens de nous dire, je pense que c'est très, très important. Ouais, c'est abordé aussi hein, dans la méthode Stop HPV. C'est vrai qu'on en parle. J'ai pris aussi, j'ai un ami qui est coach et sexothérapeute et justement qui donne pas mal de conseils aussi sur la relation de couple, justement, quand on a un HPV. Parce que c'est pas évident à vivre non plus. Hein. On le Ah vit non, beaucoup bien dans sûr. l'isolement et il faut pouvoir en parler à son partenaire. Ça peut empêcher de rencontrer aussi un autre partenaire. Donc, il faut pouvoir aussi apprendre à parler à la future personne, à son futur partenaire aussi, ou sa future partenaire. Donc, voilà, c'est vraiment casser un peu les tabous. Ok, bon, bah, c'est super. Alors, par contre, du coup, j'ai une dernière question, Nadège, pour toi. Alors, je pense qu'il y a de nombreuses femmes qui peuvent se poser la question. Il y a quand même un vaccin qui existe aujourd'hui hein, sur le HPV. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur ce vaccin? Est-ce que c'est... Alors, je ne vais pas te demander de te positionner parce on n'est pas médecin, mais est-ce qu'il y a quand même un intérêt à le faire? Est-ce que ça peut être intéressant dans certains cas? Qu'est-ce que toi, tu peux nous dire par rapport à ça? Alors, le vaccin, de ce que j'en ai compris, déjà, il va être réalisé uniquement chez les personnes jeunes qui, de préférence, n'ont pas encore eu les premiers rapports sexuels parce que c'est lors du premier rapport sexuel, justement, qu'on contracte souvent le HPV. Après, ça va dépendre aussi du nombre de partenaires, etc. Mais souvent, c'est lors du premier rapport sexuel. Il y a des enfants aussi qui ont... je crois qu'il y a 30% des enfants où on a un contact sur les parties génitales avec un HPV parce que la maman aussi peut transmettre le HPV à son enfant. On a retrouvé aussi des signes de HPV dans le liquide amniotique et il y a des fillettes qui n'ont jamais eu de rapport sexuel et qui Bien ont sûr. aussi le HPV, d'accord? Donc, voilà, c'est la seule condition pour laquelle, effectivement, on n'aura pas une maladie sexuellement transmissible, c'est lors de la transmission de la maman à l'enfant. Mais c'est vrai que donc, du coup, on préconise justement de vacciner les petits garçons et les petites filles, justement pour prévenir. Alors déjà, donc c'est le Gardasil et Cervarix. C'est des vaccins qui vont être axés principalement sur les HPV 6 et 11 et 16 et 18, hein, donc les souches fortement oncogènes à haut risque. 6 et 11, c'est à bas risque, mais comme elles sont oncogènes, on les met aussi. Et donc, il y a tout un truc par rapport à ça. Donc, c'est vrai que je ne suis pas effectivement... je ne suis pas là pour vous dire faites-vous vacciner ou vous ne faites pas vacciner. Néanmoins, j'ai quand même, au titre de la libre expression, je dirais, je peux donner aussi Bien sûr. un peu mon opinion là-dessus. Après, C'est que chacun fait ce qu'il veut de toute façon. voilà, exactement. Encore une fois, les vaccins se mesurent par les bénéfices et les risques. Bien sûr.
Le Gardasil et le Cervarix, l'efficacité, elle reste incertaine depuis 2015. On trouve beaucoup de données sur les États-Unis, on en trouve peu en France, parce que la France, c'est pas non plus un pays qui vaccine beaucoup. Il faut aller voir les pays qui ont une couverture vaccinale de 80% chez les jeunes filles avant 20 ans. C'est la Suède, c'est l'Australie, c'est les États-Unis. Pour ça, je vous renvoie. Alors, c'est presque une discussion, ça vaudrait un bouquin pour discuter du vaccin, hein, du Gardasil. Je sais juste que j'avais fait une interview avec le cancérologue Gérard Delépine, qui est aussi statisticien. Donc, lui, il avait vraiment. Alors, lui, pour le coup, il est contre la vaccination vraiment, et il l'explique dans un livre qu'on peut se procurer partout. Et du coup, il explique très, très bien. Donc ça, on mettra le lien de l'interview Ouais, voilà, si vous voulez. si vous voulez le consulter. Ouais, ça c'est vraiment intéressant. Le cancer du col de l'utérus, il peut prendre plusieurs années à se développer. Donc alors que les vaccins, ces vaccins-là, Gardasil, c'est quand même des vaccins qui sont très jeunes. Donc l'efficacité est assez difficile finalement à développer, puisqu'on sait qu'au-delà de 3 ans, en général, dans plus de 90% des cas, le HPV est éliminé. Donc c'est un petit peu compliqué de se rendre compte de ça. Mon analyse est peut-être un petit peu simpliste, mais en tout cas, voilà, je m'interroge par rapport à ça. Et aussi, il faut savoir qu'aux États-Unis, on a un système qui répertorie les événements indésirables sur les vaccins, qui s'appelle le VAERS, VAERS. Et de 2006 à 2013, ils ont signalé quand même 26 000 événements indésirables pour le vaccin contre le HPV. Il y a eu 92 décès, il y a eu 866 cas d'invalidité permanente et il y a eu plus de 9 000 blessures nécessitant une hospitalisation d'urgence. Oui, donc, au Japon, ils ont cessé de le mettre dans les préconisations, les préoccupations concernant la sécurité. Donc, le ministère japonais, lui, de la Santé, a retiré les recommandations de vacciner contre le HPV. Okay. Il y a eu un tollé aux Pays-Bas où il y a eu beaucoup de demandes, de plaintes, en fait, des médecins de retour de plainte sur les effets indésirables qui n'ont pas été forcément prises en compte je crois que c'était par la Commission européenne. On en parle dans l'interview, donc avec le docteur Delépine. Donc, voilà, toute proportion gardée, bénéfice, risque, étudier la question, il y a les pour, les contre, et je pense que c'est à chaque maman de bien se renseigner, mais surtout d'être au courant de la balance bénéfice-risque, et pour moi, aujourd'hui, il n'y a pas assez de recul, et voilà, encore une fois, je ne suis pas médecin, je donne uniquement mon opinion en tant que maman, et en tant que citoyenne qui a envie de s'exprimer par rapport à ça. Et je pense que, même Nadia, je rajouterais que c'est très important d'aller se renseigner, de ne pas faire totalement confiance des fois à ce qu'on nous dit. Et je pense qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir Internet, d'avoir accès à des études scientifiques, même si on n'est pas dans le domaine. Voilà, comme tu dis, là, on a la chance que tu aies pu faire une interview avec ce professeur. Et il faut aller consulter ce type d'interview pour se faire aussi sa propre idée, en fait. Oui, parce qu'en plus, il y a les liens. Docteur Delépine, il a mis tous les registres nationaux par pays au niveau du cancer qui sont consultables publiquement. Donc, les chiffres, on peut les regarder, on peut aller voir les courbes, on peut étudier, on peut comprendre. Et effectivement, on voit que c'est vrai que les chiffres, on peut un peu leur faire dire un petit peu ce qu'on veut. Donc, ce qui est important, voilà, c'est vraiment d'étudier, vraiment aller regarder l'interview parce que je trouve qu'il a vraiment bien étudié le truc. On a mis dans l'interview toutes les courbes que vous pouvez retrouver sur les registres nationaux par pays. Voilà, puis ça permet de se faire une idée. Et puis, comme tu dis, après, si vous avez envie de vous faire vacciner parce que ça vous semble juste pour vous et que c'est important, faites-vous vacciner. Il n'y a pas de... Voilà. Si après, vous n'avez pas envie parce que vous sentez qu'au niveau des études, ça ne vous a pas parlé autre, dans ces cas-là, ne le faites pas, en fait. Ça, c'est vraiment votre ressenti à vous, votre corps. Il faut faire en fonction de vos envies. Voilà, sachant que le vaccin, il faut le faire jeune. Oui. Une fois qu'on a déjà eu, pour moi, une fois qu'on a déjà eu des rapports, ce serait un petit peu... pas forcément logique. Et puis, il y a plein de souches de HPV. Il y en a quand même 14. Donc, on peut contracter, on peut être protégé par une souche et avoir éliminé une souche et en attraper une autre. Oui. Il y a ça aussi, on ne l'a pas dit. Il y a le mode de transmission. C'est par contact, c'est de peau à peau, c'est aussi présent dans le sperme. Donc, les préservatifs, évidemment, ne protègent pas du papillomavirus. Éventuellement, effectivement, de ceux à haut risque qui sont souvent présents éventuellement dans le sperme. Donc, du coup, on peut protéger à ce niveau-là. Mais par contre, tout ce qui est en contact peau à peau, même avec un préservatif, on n'est pas protégé. Donc, ça protège partiellement. Voilà. Donc
Voilà, c'est vraiment, c'est tout un sujet. C'est pas super sexy, mais par contre, c'est extrêmement passionnant comme Ouais, sujet. bah oui, on voit que tu es passionnée de toute façon, Nadège. Alors, on va essayer quand même de terminer avec une note plutôt positive. Oui, Bon, ça y est, là, on a tout flambé avec la question sur le vaccin, mais qui est quand même importante aussi à aborder. Donc, on a vu en plus pas mal de choses sur, voilà, sur l'alimentation. Donc, il y a quand même des cofacteurs et des choses qu'on peut faire pour agir. Quel serait le dernier message que tu voudrais passer sur le HPV si voilà, s'il y a une jeune fille qui était concernée par le HPV, quel serait peut-être ton message à délivrer par rapport à ça? ah bah déjà, c'est de ne pas paniquer parce que dès qu'on pense HPV, on pense cancer. Donc, c'est la plus grosse peur qu'on puisse avoir. Savoir qu'un cancer, il ne se déclenche pas comme ça, qu'il est toujours avec des facteurs, des cofacteurs associés. On ne déclenche pas un cancer comme ça du jour au lendemain. Et puis, il faut avoir des circonstances pour le faire. Par contre, avoir un HPV, c'est pas anodin non plus. Donc, c'est se rendre compte qu'effectivement, il y a une faiblesse au niveau du système immunitaire, il y a peut-être de la culpabilité, hein, surtout quand on est jeune aussi au niveau de la sexualité. Donc, c'est un petit peu aller observer ça. Et surtout, c'est agir. Donc, aller agir, donc revoir vraiment son hygiène de vie, prendre justement des compléments alimentaires qui vont venir renforcer le système immunitaire à médiation cellulaire au niveau principalement au niveau de l'élimination, qui va favoriser l'élimination et empêcher la persistance du virus. Et puis, si vous êtes une femme ou un homme d'ailleurs, enfin, si vous êtes une femme et que vous avez déjà une lésion présente sur le col de l'utérus, eh ben, ça va être les mêmes recommandations. Ça va être de revoir votre hygiène de vie. Ça va être justement prendre des compléments alimentaires qui vont empêcher une transformation maligne ou une aggravation de la dysplasie. Voilà, de vous faire accompagner, de prendre de pouvoir échanger avec votre médecin aussi, oser poser des questions. Ça, c'est la première chose que j'ai envie de dire. Posez toutes les questions que vous avez envie. Et si votre médecin n'est pas capable d'y répondre, ou si vous considérez que vous n'avez pas eu l'écoute nécessaire, parce que c'est la première chose, l'écoute et la confiance, essayez dans la mesure du possible de changer de médecin, parce que c'est pas toujours évident. Mais vous, à votre niveau, c'est agissez. Voilà, ne restez pas seul, ne restez pas isolé. Allez en parler à quelqu'un de confiance ou un médecin en qui vous avez confiance et agissez à votre niveau. Parce que vous avez un immense pouvoir, c'est celui d'agir. Et justement, arrêtons de subir, quoi. Voilà, arrêtons de subir cette pathologie qui peut être complètement taboue. On sait qu'il y a des solutions, il y a des études qui sont là depuis une quinzaine d'années, qui sont bien présentes. Donc voilà, c'est vraiment, après avoir accusé la nouvelle, on va dire, j'ai envie de dire, ayez peur pour les bonnes raisons. N'ayez pas peur d'avoir un cancer, mais plutôt agissez pour éviter justement que le problème devienne un vrai problème en fait. Super, ok. Bah, déjà, ça laisse un bon message quand même d'espoir. Donc, merci Nadège, en tout cas, pour le temps que tu nous as consacré pour cette interview qui était vraiment ultra riche en informations. On peut te retrouver sur ta chaîne YouTube. Donc, moi, je vous remets le lien en dessous si ça vous intéresse de retrouver Nadège et de retrouver aussi le guide dont on a parlé déjà avec les 5 erreurs à éviter si on a un HPV, si je ne dis pas de bêtises. Si c'est Ouais, c'est ça, c'est un e-book, voilà, un exactement. e-book. Donc, Ouais, ouais, je ouais. vous remets juste en dessous dans la barre d'informations. Merci beaucoup Nadège en tout cas pour toutes ces informations. J'ai été ravie de faire cet entretien avec toi, c'est top. J'espère en tout cas que ça aura pu vous aider aussi pour avoir des réponses, pour aller plus loin aussi, c'est très important. Et puis, Merci à toi. voilà, en tout cas. Et puis avec grand plaisir. Et puis voilà, n'hésitez pas à suivre Nadège sur sa chaîne YouTube et sur son compte Instagram. Merci beaucoup Coralie. Et à bientôt. Bye bye.